Bonjour, on est le 29 juin 2018. Voici un petit problème de chimie. Combien de kilogrammes d'oxyde de zinc Combien de kilogrammes d'oxyde de zinc formé par chauffage intensif à l'air libre, à l'air libre, de 1 kg de bluite. Bon, l'oxyde de zinc, tout d'abord, il est constitué de, c'est un minerai. Généralement, dans le minerai, on retrouve de l'oxygène, dans tous les minerais. C'est normal parce que les minerais sont à l'air libre. Donc, on retrouve de l'oxygène dans les minerais. On les trouve pas à l'état pur pour les mettre, enfin, pour les remettre à l'état pur. Bien sûr, il faut les purifier, pour essayer d'avoir un pourcentage proche des 100%, mais on n'aura jamais 100%. On aura 99%. Je veux dire, pour arriver à un pourcentage près proche des 100%, proche des 100%, à quelques pourcents près, on arrivera, je veux dire, à purifier pour avoir du métal pur. Voilà. Mais pur, ça veut dire 99%, peut-être parfois même, on ne sait pas aller jusqu'à 98, bon, il y aura peut-être 2%, il restera des résidus, des impuretés. Voilà. On aura purifié au maximum. Voilà. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc l'oxyde de zinc formé d'oxygène et de cuivre, de zinc. L'oxygène, il a deux bras de valence. Voilà, ça on le sait. Habituellement, l'oxygène, il a deux bras. Maintenant, si je regarde le zinc est à l'étage 2. Il est dans le groupe 2B. Donc ici, il a deux bras aussi. Voilà. Donc il a un seul étage d'oxydation qui est deux bras de valence. Donc le zinc est formé par deux bras de valence comme ceci, donc je peux former ce qu'on appelle le ZNO. Donc voilà, l'oxyde de zinc c'est simplement du ZNO. Donc je vais faire réagir du zinc par chauffage. Je vous ai toujours dit qu'en en chimie, la plupart du temps, une des opérations qui venait assez souvent, qui était de pair d'office avec les réactions, c'était le chauffage. Voilà, chauffage et par après suivi d'un refroidissement. Mais ici, on a bien un chauffage intensif, bon, peut-être dans un four ou peu importe, ça, peu importe le procédé, ou le process qui va permettre le chauffage, bon, à l'air libre. À l'air libre, ouais, donc c'est un chauffage dans on va dire un four ouvert, à l'air libre, de 1 kg de bluite. Donc ici, le ZNO, il va réagir bien sûr avec de l'oxygène, voilà, pour former de la bluite qui est du la bluite, c'est du ZN. Donc, l'oxyde de zinc. Non, en fait, ici, on va former combien de kilos d'oxyde de zinc formé. Donc, en fait, quand on dit qu'il sera formé, en fait, ici, le ZNO, il ne réagit pas avec l'oxyde de zinc. Le ZNO, il est formé, c'est-à-dire c'est un réactif, un produit, pardon. Il devient un produit. Voilà, il devient un produit. Donc, donc, le ZNO, il est formé. C'est un produit. Quand on dit qu'il est formé, c'est un produit. Donc, la buite, en fait, c'est tout simplement du ZNS, du sulfure de zinc. Voilà. Plus, la buite, c'est du ZNS. Ça, il faut le savoir. Celui qui ne sait pas ce que c'est que la bluite, ben, fatalement, il ne saura jamais que c'est du ZNS. Mais voilà, il faut en avoir entendu parler. La bluite, c'est un nom qui donne pour le sulfure de zinc. Bon, mais le zinc, il est bivalent. Et le soufre, oui, le soufre, il a plusieurs valences, mais avec
si je regarde ici, voilà, il est à l'étage, le soufre est à l'étage moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2. Mais ici, ça va être du moins 2. Hein. Voilà, c'est du moins 2. Il est à l'étage moins 2. Autant dire, bon, moins, c'est pour dire qu'il est, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est que c'est un non-métal. Hein. Voilà. Pour dire que c'est un non-métal. Et ici, il est plus 2 parce que pour dire que c'est un métal. Voilà. Bon, pour les non-métaux, on met du moins. Pour les métaux, on met du plus. Bon, autant dire que ce qui m'intéresse, c'est pas le moins et le plus, mais c'est plutôt les bras. Ici, j'ai deux bras pour le Zn et deux bras pour le soufre. Autant dire qu'on va voir ce qu'on appelle du ZNS. Voilà. Donc, le sulfure de zinc, la bleuite, c'est du ZNS. Voilà. Et c'est plutôt le ZNS qui va réagir avec l'oxygène pour former du ZNO. C'est l'énoncé qui le dit, former du ZNO. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir, à votre avis? C'est assez simple à trouver, puisqu'en fait, le zinc, il est ici, le zinc est là, le zinc va réagir avec l'oxygène. Mais on voit bien que le soufre va aussi réagir avec l'oxygène. Autant le zinc va réagir avec l'oxygène, qu'autant le soufre va réagir avec l'oxygène. Bon, et si le soufre va réagir avec l'oxygène, ben, c'est pour obtenir du dioxyde de soufre, SO2. Voilà, c'est la molécule SO2 qui est du dioxyde de soufre. Donc, on aura du monoxyde de zinc qui va être formé, ainsi que du dioxyde de soufre. Pourquoi? Parce que dès le moment où vous avez du soufre en présence dans un composé, voilà, et à l'air libre, s'il va réagir au travers d'une réaction chimique, hein, qui permettra la réaction chimique, eh bien, ouais, c'est ça que je vous disais, une réaction, il faut l'amorcer, hein, il faut des process d'amorçage et le chauffage en est un. Chauffer est un process d'amorçage d'une réaction. Hein, parce qu'une réaction ne se fait pas forcément, il suffit pas de mélanger et croire qu'on va avoir une réaction. Ouais, ici tout est le gaz, enfin l'oxygène, c'est du gaz, et là il est à l'état solide. Hein. On fait réagir un solide plus un gaz qui va donner bien sûr un solide et du dioxyde de soufre solide. Voilà. Mais sachez que c'est pas parce que je vais mélanger deux produits qui vont réagir. Si vous ne faites pas des conditions d'amorçage de réaction, je veux dire, il ne se passera, il risque de rien se passer, Peut-être, soit on mélange, ça réagit vivement, directement, oui, mais parfois il faut amorcer la réaction au travers soit d'un chauffage intensif, d'un chauffage tout court, d'une élévation de température, d'une augmentation de pression, hein, par l'ajout d'un catalyseur, etc., etc. Mais parfois elle peut s'amorcer d'elle-même. Hein, voilà, ça dépend d'une réaction à l'autre, ça dépend. Parfois, il faut décomposer pour les faire réagir. En plus de la réaction, il faut décomposer pour les faire réagir, voilà, pour entamer une phase de réaction. Bon, mais ici, c'est pas le cas. Bon, le chauffage, bah ici, c'est le cas, justement. On va chauffer et ça va amorcer la réaction. Bon, enfin bref. Maintenant qu'on sait bien toutes les molécules qui seront mises en présence aussi bien en tant que réactifs, c'est-à-dire produits on va dire les éléments de départ, hein, les mélanges de départ vont être constitués euh, de sulfure de zinc et d'oxygène. Ça, ce sont les réactifs. Et bien sûr, les produits obtenus seront de deux sortes, l'oxyde de zinc et du dioxyde de soufre. Maintenant, je vais équilibrer la réaction. Là, j'ai bien deux oxygènes. Là, j'ai deux oxygènes. Le soufre, j'en ai un. Non, ici, j'ai trois oxygènes. 2 plus 1, ce qui fait 3. Là, j'en ai 2. Non, en fait, il me faudrait 3 et 2. 3 est un nombre impair et 2 est un nombre pair. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de trouver, je veux dire, le plus petit commun multiple entre 2 et 3. Non, ici, j'ai 3. J'ai 3. Je m'excuse, hein,
je retire ce que je viens de dire, mais ici j'ai 3 oxygènes, et là j'en ai 2. Ouais, je peux avoir un élément, ici je peux faire en sorte que j'ai 4 oxygènes au total, et là, d'en avoir 4. Ça c'est possible. C'est possible. Si j'ai 4 oxygènes, il faudrait que je mette 2 O2. Essayons ceci. On va essayer ceci. Là, j'ai 2 oxygènes. Pour en avoir 4, il faudrait que je fasse ceci. Là, j'ai bien 4 oxygènes. Pour avoir 4 oxygènes, je fais ceci. Ce qui veut dire que là, j'ai 2 zinc. 2 zinc. Oui. 2 zinc. 2 soufre. Alors là, ça ne serait plus bon. Parce que si j'ai 2 soufres ici, il faudrait que je mette 2 soufres là. Je reviendrai ici à 4 plus 2, ce qui fait 6 oxygènes. 6 oxygènes. J'ai 6 oxygènes. Donc ce serait pas bon. Bon, je vais tenter alors à regarder 6 oxygènes. 2 fois 2, ça fait 4. Plus 2, ça fait 6. Donc c'est le nombre d'oxygène qui n'est plus bon. Par contre, le nombre de zinc vaut toujours 2. Et le nombre de soufre vaut toujours 2. 2 soufre, 2 soufre. 2 zinc, 2 zinc. Ce qui n'est plus bon, en fait, c'est le nombre d'oxygène. Ici, j'en ai bien 6, mais par contre, là, j'en avais 4. Mais pour faire 6, c'est facile. Il suffit de changer ceci. Et là, j'ai ma réaction qui est équilibrée. Voilà. Donc ça, je viens juste faire... La première chose à faire, c'est d'établir la réaction. La réaction qui va avoir lieu au travers des réactifs et des produits, qui est la réaction bilan. La réaction bilan. Qu'est-ce qui va réagir et qu'est-ce qui va être les produits qui vont réagir et les produits qui seront obtenus. Enfin, quand je dis les produits, ça n'a rien à voir. Produit, le mot produit, a deux significations. Hein. Le produit, ça peut être les produits obtenus par voie de réaction de certains réactifs qui vont réagir et donner des produits. Bon, maintenant, produit, c'est aussi c'est comme on dirait des produits ménagers qui seraient des produits de vaisselle, des produits de voilà. Eh bien, ici, c'est un peu la même chose. Produits qui seraient des éléments qui vont réagir. Les produits. Pas confondre le mot produit ici, que l'on retrouve là, et les produits qui vont réagir. Voilà, ça n'a pas la même signification du mot produit. Mais en vérité, ici, il faudrait, pour être resté logique, il faudrait parler en termes de réactifs et de produits, et pas de produits qui vont réagir ici, qui vont donner des nouveaux produits. Bon, parce que on risque d'avoir, je dirais, une confusion avec le mot produit ici. Donc, on va dire plutôt les réactifs qui vont réagir, qui vont donner des produits. C'est plutôt mieux de dire ça, comme ça. Bon, donc ici, la réaction a été donnée, elle est équilibrée, c'est la deuxième phase. Et la troisième, on va calculer, si je fais chauffer, si je fais réagir 1 kg de bleu hit, c'est-à-dire, si je sais que je vais mettre 1 kg ici, eh bien, combien de kilos d'oxyde de zinc va se former. Voilà. Bon, alors, là, ce qui m'intéresse, c'est juste deux éléments. C'est le réactif 2-éthènes et le produit 2-éthénol. Avec, bien sûr, quand je dis 2, je prends en même temps les quantités qui vont réagir exactement. Voilà. Donc, j'ai 2 moles de ZNS, voilà, dont je vais mettre 1 kg, qui vont me donner 2 moles d'oxyde de zinc. Voilà. Et il faut, la question qu'on se pose, c'est combien de kilos d'oxyde de zinc seront formés si je mets 1 kg de ZNS. Bon, la question est assez simple parce que ici j'ai déjà une quantité de matière. Quantité de matière. Hein, ça peut être 2 molécules, mais on ne fait jamais réagir 2 molécules, donc on prend pas 2 molécules pour les faire réagir. Hein. On parle plutôt de moles. Ces 2 moles de ZNS vont réagir de 2 moles. Voilà, et ça c'est la réaction standard. Réaction standard de l'équation bilan qui va donner 2 moles réagis, 2 moles de ZNS vont réagir pour former 2 moles de ZNO. Voilà, à partir de là, on connaît la quantité de la réaction, donc je peux faire réagir n'importe quelle quantité en rapport avec ceci. Voilà, et c'est justement ce qu'on demande. On fait réagir 1 kg, combien ça va me donner, sachant que 2 moles de ZNS donnent 2 moles de ZNO dans la réaction normale, la réaction normalisée.
va donner 2 moles de ZNS, donne 2 moles de ZNO. Bon, mais il faut savoir que une mole, c'est une quantité de matière qui vaut 6,02 fois 10 exposant 23 molécules. Hein. Combien de molécules qu'il y a? Il y en a 6,02 fois 10 exposant 23 molécules de ZNS. Bon, autant dire qu'il y a énormément de molécules qui vont dans une mole. Ça, c'est une mole. Mais ici, j'ai 2 moles. Hein, donc, je dois faire x2 pour avoir 2 moles. Idem pour ici. J'ai 2 moles. Une mole, c'est une quantité de matière qui vaut 0,2 fois 10 exposant 23 molécules de ZNO ici, qui vont être obtenues. Voilà. Bon, mais on va pas passer par le nombre de molécules, on s'en fout du nombre de molécules. Ce qui nous intéresse, c'est combien pèse une mole. Voilà. Quand on a une quantité de matière, comme je viens de vous l'exprimer, 2,6 fois 10 exposant 23 particules, c'est énorme, énorme en tant que molécule. Le nombre de molécules qui va être à l'intérieur, ça va être énorme. Et là, on peut l'exprimer en grammes. On peut exprimer en grammes. Voilà. Ça veut dire que une mole, 6,02 fois 10 exposant 23 molécules, contient 6,02 fois 10 exposant 23. Je parle d'une mole, hein, pas de 2. Je vais en faire le rapport après. Une mole de ZNS ben, contient une mole de ZN et une mole de soufre. Tout comme ici, une mole de... sachant qu'une mole, c'est 6,02 fois 10 exposant 23 molécules de ZNS, mais c'est 6,02 fois 10 exposant 23 atomes de ZN et 6,02 fois 10 exposant 23 atomes de soufre. Et dès qu'on parle en mole, on peut l'exprimer à ce moment en grammes. Et une mole de ZNO, ben, c'est une mole de ZN et une mole d'oxygène. Donc voilà, on a une mole 6,02 fois 10 exposant 23 molécules de ZNO et 6,02 fois 10 exposant 23 atomes de ZN et 6,02 fois 10 exposant 23 atomes d'oxygène. Voilà. Sachant ceci, ben, une mole de ZN pèse exactement, il suffit d'aller voir dans le tableau de Mendeleev, une mole pèse 65,38. 65,38. Le ZN, c'est 65,38. Voilà. C'est indiqué ici en bas. En bas, 65,38. Voilà. C'est la masse atomique standard dans le système 12C égale à 12. Voilà, donc, je sais pas combien j'ai dit. En plus, on voit pas fort parce que c'est tout petit. 65,38. Voilà. Le ZN, 65,38 grammes. Ouais, je peux le mettre en grammes parce que c'est une mole. Voilà. Ici, je reprends ici, c'est la même chose, 65,38 grammes hein, qui vont être formés. C'est normal, le ZN va donner du ZN. Hein. C'est rien d'autre qu'un réarrangement d'atomes, donc le nombre de ZN va rester identique. Le soufre. 32. Le soufre, c'est pèse à une masse de 32 grammes. Donc, le soufre, c'est 32 grammes. Et l'oxygène, qui est fort connu, 15,90 TD, ce qui fait 16. On va l'arrondir à 16. Bon, c'est pas ça qui va changer grand-chose. L'oxygène, c'est 16. Donc, ici, je vais mettre 16. Mais sachez qu'ici, on a 2 moles. Hein, pas une. Moi, je calcule ici pour une mole. Et puis, je fais le total. Combien pèse une molécule de ZNS, sachant qu'elle est constituée d'atomes de ZN et de soufre, et que le ZN c'est 65 et le soufre 32. Hein. Donc, ce qui fait 65 plus 32, on va mettre 7. Bon, je laisse tomber les virgules. Hein. 38, je vais mettre 65. Ça fait 5, 7, 97 grammes. Voilà. 97 grammes pour une mole de ZNS. Maintenant, pour celui-ci, 65,38, je prends 65, plus 16, 11, 6, 7, 8, 81 grammes. 81 grammes. Maintenant, ça c'est pour une mole, mais dans la réaction, j'en fais réagir 2
2. Donc, ce qui fait, je dois faire x2. Il y a 2 moles. Là, x2. Donc, ce qui fait que pour 2 moles, ben, 97 x 2, 7, 14, 1, 9, 18, 19, 194 grammes pour 2 moles. Voilà, ça c'est pour 2 moles. Donc, 2 moles de ZNS pèsent 194 grammes. Voilà. Mais je sais bien que au niveau standard, 194 grammes, au niveau standard, doit me donner, d'après la réaction, 2 moles de ZNO, c'est-à-dire doit me donner 2 fois 81, ce qui fait 2 fois 8, 16, 162 grammes. Voilà. En temps normal, la réaction normale dit que pour qu'elle réagisse correctement de manière stoichiométrique, en respectant les réactions, les quantités, mélangées, hein, pour donner des quantités fournies, de 194 grammes de ZNS va donner normalement 162 grammes de ZNO. Par contre, ici, on ne met pas 194 grammes, je mets 1 kilo. Je mets 1 kilo. Donc j'ai bien une base ici, ce qu'on appelle une base. J'ai une base connue, d'après la réaction, j'ai une base connue. Donc je sais trouver, je veux dire, combien va réagir si je mets 1 kilo. C'est assez simple. J'appelle ça X. Combien de ZNO que je vais avoir? Mais il suffit de faire une règle de 3. Je fais X divisé par 162 est égal à, si je fais lui divisé par lui, ben j'aurai fatalement lui divisé par lui. Donc X divisé par 162 fait en sorte qu'on aura 1 kilo c'est 1000 grammes. Hein. Parce que je dois tout exprimer dans la même unité qui est le gramme. Donc je fais 1000 divisé par 194. Bon, que vaut X, c'est une réaction, une équation proportionnelle. 162, 194, pardon, fois 162. On calcule ceci. Donc, je fais 1000 divisé par 194 fois 162. Voilà, ce qui fait 835 grammes. Assez simple. Donc 835 grammes. 835 grammes. Je m'en fous des virgules. Hein. Voilà. Et grammes, je l'écris soit G ou GR. Peu importe. Vous choisissez gramme, c'est soit G pour gramme ou GR pour gramme. Voilà. Que vous écrivez G. Mais si vous mettez toujours, si vous mettez G, faites pas comme moi ici, parce que moi ici, parfois je mets G, parfois GR. Gardez la même, si c'est gramme, vous mettez soit tout le temps GR ou tout le temps G. Voilà. Ça dépend ce que vous utilisez. Voilà. Soit G ou GR. Mais si vous utilisez G, utilisez tout le temps G. Hein. Si vous utilisez GR, utilisez toujours GR. Voilà. Bon, donc on sait comprendre que GR c'est gramme. Alors maintenant, on va le mettre en kilos, mais 835 grammes, on va mettre 0,835 kilos. Ça veut dire que si je pèse 1000 grammes, que je fais réagir, je fais chauffer, eh bien je vais obtenir combien de grammes de ZNO 835 grammes, c'est-à-dire 0,835 kilos. Moins d'1 kilo si vous voulez. Mais plus de 500 grammes. Voilà la réponse, c'est ça. Bon, vous voyez que c'est juste une question de pondération, de proportion, de... Voilà, parce que c'est un réarrangement d'atomes. Fatalement, les atomes qu'on retrouve d'un côté, on va les retrouver de l'autre côté en même quantité. Et je vois pas pourquoi elles auraient augmenté. C'est pas de la magie, hein. Les réactions chimiques, c'est pas de la magie. C'est pas qu'on va avoir plus ou il y aura du perdu. Hein. Tout va être, je veux dire, conservé. C'est une loi de conservation de la matière. Hein. Je vois pas pourquoi il y aurait de la matière qui serait perdue. Pourquoi? Mais non, c'est un réarrangement d'atomes. Donc, il n'y a rien qui est perdu. Donc, fatalement, il y aura une conservation des quantités de matière. Et donc, fatalement, on aura des lois de proportion. Et on pourra calculer sur base de proportionnalité. Hein. Voilà, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le Zn, ben, la quantité, il n'y a rien qui est perdu, rien qui est gagné. C'est juste un réarrangement, donc une transformation de matière. Donc, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. La matière se transforme. Voilà. Et il en est de même pour l'énergie. Hein. On peut dire la même chose pour la loi de la conservation de l'énergie. Hein.
en conservation d'énergie, rien ne se gagne, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Voilà, l'énergie se transforme sur base de, comment est-ce qu'on appelle ça, d'une, d'un, d'une, d'un type d'énergie à un autre type d'énergie. Les énergies en général, hein, comment ça se passe? Ben, on a des transformations d'une certaine type d'énergie vers une autre type d'énergie, par exemple. Et les énergies, on trouve beaucoup d'énergie, hein. Ben, ça, je m'étale un petit peu. Mais bon, c'est pour expliquer que les lois de conservation de l'énergie, comment ça va. Mais en fait, c'est un petit peu ça. C'est qu'on va passer de l'énergie soit électrique à chimique, chimique. Je veux dire déjà ce qui existe comme type d'énergie avant de passer, d'avoir des transformations. Énergie électrique, énergie chimique, énergie nucléaire, énergie thermique, énergie calorifique, énergie mécanique, énergie musculaire, énergie solaire, énergie éolienne, énergie... euh, voilà, vous voyez qu'il existe toute une panoplie de types d'énergie euh, qui font en sorte que, ben, je vais vous dire, vous passez d'un type d'énergie à un autre type d'énergie. Attention que la chimie a sa propre énergie aussi, c'est l'énergie chimique, hein, énergie chimique. D'ailleurs, dans une pile, on a une transformation d'énergie euh, chimique en énergie électrique. Voilà. C'est d'abord des solutions qui vont donner des ions, et ces ions-là vont se transformer en, en, en électrons qui vont parcourir un circuit électrique. Donc, en fait, on a bien ce qu'on appelle une transformation d'énergie chimique en énergie électrique. Maintenant, si on devait faire tourner quelque chose au niveau mécanique, grâce à l'énergie électrique de la batterie, par exemple, eh bien, on repasse d'une énergie chimique à énergie électrique vers l'énergie mécanique. L'énergie mécanique. Vous voyez, le type de transformation qu'on peut avoir. Voilà. Et si je prends une centrale thermique, il existe différents types de centrales, hein. Bon, le but, c'est pas voir les types de centrales. Mais je m'étale un petit peu, mais c'est pour expliquer en gros. On a une énergie, par exemple, si je prends une centrale thermique avec une chaudière à vapeur, on a bien sûr, enfin une centrale thermique, je vais prendre celle euh, euh, hydraulique, une centrale hydraulique. Je vais prendre une centrale hydraulique, c'est-à-dire qu'on a, elle est située à côté d'un cours d'eau, et le cours d'eau, bon, va dans son sens de circulation du cours d'eau, et elle fait tourner, je veux dire, une turbine dans le même sens. La turbine va tourner dans le sens, bien sûr, de circulation du fil du cours d'eau, et la turbine va faire tourner un, un alternateur. Voilà. Et là, on a une énergie mécanique, et l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique. Voilà. Et puis, l'énergie électrique parcourt toutes des fils au travers des transformateurs, des postes de transformation qui transforment, bien sûr, je veux dire, les courants et les tensions, etc. Et arrive, je veux dire, à des réseaux domestiques d'habitation. Et là, on peut, et soit éclairé, là, on a une transformation en énergie euh, d'électrique vers une énergie lumineuse. Énergie lumineuse. Voilà. Voilà. Si on utilise les lumières, mais si on utilise autre chose, ben, on utilise par exemple, si je vais utiliser une foreuse, je vais la câbler au circuit électrique, mais là je vais mettre transformation énergie électrique en énergie mécanique, etc. Voilà. Et ça, c'est voilà, toutes les transformations d'énergie qu'on peut avoir d'une forme d'énergie vers une autre. Et donc, l'énergie, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme au niveau énergétique, hein. C'est tout simplement. Et au niveau énergétique, on peut retrouver l'énergie mécanique et avec son énergie potentielle et son énergie cinétique. Voilà. Et elles peuvent se transformer de l'énergie cinétique vers le potentiel vers le cinétique. Et voilà, faire tout une transformation d'une forme d'énergie vers une autre. Voilà, et il n'y aura rien qui sera perdu, rien. Tout se sera transformé et il n'y aura pas eu un supplément d'énergie et ni je veux dire, d'énergie perdue. Voilà. Euh, Même quand on a des pertes, eh ben, elles se transforment par exemple en énergie calorifique, hein. Les pertes, ce sera par exemple un freinage. Non, le freinage, c'est recherché. Freinage, c'est recherché. Si on a des pertes calorifiques, donc il faut une ventilation, donc il faut comment est-ce qu'on appelle ça, par exemple, une ventilation au niveau des disques. On aura des disques ventilés qui permettent d'évacuer la chaleur si la voiture est une voiture puissante et que, je veux dire, le freinage par, euh, par frottement fera en sorte que
c'est-à-dire frottement, c'est-à-dire des disques qui vont venir frotter, enfin, des patins de frein qui vont venir freiner sur, qui vont venir frotter sur un disque, va créer, je veux dire, de la chaleur. Il faudra évacuer cette chaleur-là au travers comment est-ce qu'on appelle ça, d'un disque ventilé. Donc, ici, l'énergie, énergie et matière vont de pair. Énergie et matière vont de pair. Donc, autant dire que dans la loi énergétique, on a la loi de conservation, rien ne se perd, rien ne se gagne, rien ne se perd, tout se transforme en notre forme d'énergie, mais au niveau de matière, comme c'est le cas ici dans la réaction, ben, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme, et cette transformation, c'est tout simplement un réarrangement d'atomes, tout simplement. Voilà. Donc, que ce soit matière ou énergie, bon, on a plus ou moins les mêmes lois, mais si ce n'est que dans des contextes, on va dire, différents. La matière, c'est de la matière, et l'énergie, c'est une énergie. Voilà. Donc ici, d'un kilo de sulfure de zinc, on va obtenir de l'oxyde de zinc en moins d'un kilo, si vous voulez. Voilà. Et toute réaction chimique est basée sur une base comme celle-ci. Donc, une équation bilan qui fait la base. Qu'est-ce qui fait la base? C'est l'équation bilan. L'équation bilan va me donner la base, c'est-à-dire 194 grammes va réagir avec 162 grammes. Enfin, 194 grammes va réagir pour me donner 162 grammes de ce produit-là. Voilà, 194 grammes de ce réactif-là va me donner 162 grammes de ce produit-là. Et donc, à partir de cette base-là, je peux faire un mélange de n'importe quel type de masse de ZNS pour obtenir, par calcul, par pondération, mais je veux dire, la quantité qui va ressortir de la réaction. Donc c'est assez simple. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ouais, et ici, c'est tout simplement, je veux dire, des réactions avec des métaux, hein. On voit bien que sulfure de zinc, ben, c'est des métaux qui vont réagir, voilà, pour obtenir de l'oxyde de zinc. L'oxyde de zinc, si on purifie, on va obtenir du zinc, hein. Voilà, si on purifie ZNO, voilà, c'est ce qu'on retrouve en minerai. Le minerai, on retrouve du ZNO en minerai, voilà, qui est l'oxyde de zinc. Généralement, la croûte terrestre, c'est tout du minerai formé par, bien sûr, des métaux mélangés, des roches. Et les roches, généralement, sont formées d'oxygène, parce que sur Terre, on retrouve de l'oxygène, hein. On retrouve de l'oxygène sur Terre, donc fatalement, on a des attaques, je veux dire, des roches par de l'oxygène, donc fatalement, quand on va extraire euh, les minerais, les minéraux ou les minerais, eh bien, on va retrouver fatalement de l'oxyde. Et si on veut purifier le métal pour avoir du métal pur, à ce moment-là, il faut le purifier par des systèmes de purification, que ce soit le cuivre ou n'importe quoi, le fer ou n'importe quoi, parce qu'il est toujours mélangé avec d'autres choses. Voilà, je vous remercie beaucoup.